tous. Bonjour. Merci David d'avoir répondu présent à cette invitation. Mais c'est un immense plaisir d'être là avec toi. Et en plus, j'aime bien le sujet d'aujourd'hui. Mindset de leader, ça me plaît bien. Ça te plaît bien? Moi, j'adore Ça l'idée. t'inspire? Ouais, vraiment. Bah écoute, moi, depuis que je suis jeune, ça m'a toujours inspirée, j'ai toujours été admirative de la réussite des gens et de comprendre en fait leur mindset, de comprendre comment ils fonctionnent, c'est quoi leur pensée, c'est quoi leur croyance, comment ils se dirigent. Et donc, c'est quelque chose que j'avais imaginé, visualisé depuis longtemps. Et enfin, je le réalise, donc je suis hyper heureuse Bah, c'est top. de faire ça avec toi et puis avec d'autres. Profitez bien, mes petits chouchous. Parce que tu sais que c'est vraiment important. Très souvent, on pense que réussir, c'est des principes, c'est des lois, mais c'est vraiment un mindset, en fait. Et moi, j'ai eu cette chance de travailler avec des personnes qui avaient eu des très grosses réussites dans différents domaines. Et je me suis rendu compte à quel point leur façon de penser était très différente des autres. Tu arrives à trouver un point commun parce que toi, tu as eu Ouais. accès à des sportifs de très haut niveau, à des artistes, à des très grands chefs d'entreprise, Ouais. tout ce genre de Franchement, personnes. ouais, il y a des choses qui ressortent. Il y a des choses qui ressortent et qui sont limite à l'inverse de ce qu'on peut entendre dans le classicisme de la réussite, en fait. Tu vois, par exemple, j'ai toujours trouvé que les personnes, curieusement, qui réussissaient, ils étaient obstinés, tu vois, mais Ouais. limite, c'était de l'obsession pour elles. Pas de réussir. Ouais. Parce que ça aussi, c'est très important. J'ai remarqué que ceux qui réussissaient n'avaient pas l'envie de réussir. Ah bon? C'est très étonnant ça. Tu veux dire pas d'ambition? De l'ambition, certes, mais en fait, très souvent, on nous vend la réussite, tu sais, comme un espèce de résultat à atteindre, Ouais, c'est ça. alors que les personnes que j'ai vues vraiment avec des réussites phénoménales, Ouais. le résultat n'était qu'un effet secondaire de ce qu'ils, eux, devenaient. Et j'ai compris à quel point la réussite, finalement, n'avait pas grand-chose à voir avec l'objectif qu'on se fixait, mais la personne qu'on était en train de devenir dans Donc la vie. en fait, tu veux dire que, si j'ai bien compris, ces gens-là, ils sont détachés du résultat complètement. C'est pas ce qu'ils cherchent, ils se projettent et c'est quelle personne je vais devenir, quel message je vais transmettre, quelle contribution je vais faire. Le résultat est important, mais moins que la personne qu'ils sont. Ok. En tout cas, attention, parce que tu as plusieurs types de réussite. Tu vas voir les personnes qui vont réussir une fois, parce que parfois, tu as un timing dans la Ouais, vie. t'as un timing incroyable. Moi, j'ai vu des sportifs, des champions dans les arts martiaux, par exemple. Le mec, ses deux plus gros rivaux se sont blessés à un mois des championnats du monde. Ouais. Donc le mec, il sait très bien que s'ils avaient été là, c'était mort pour lui. Donc ça, c'est une réussite qui est intéressante, parce que bon, il est là, malgré tout. Mais quand même, tu vois, là, dernièrement, on avait un combat entre Poirier et puis Conor McGregor. Le mec, Conor McGregor se tord la cheville. Donc l'autre gagne. Est-ce qu'il a vraiment gagné? Ouais. Donc, alors, bah oui, il a gagné, il est capable de se tordre la cheville. Bien mais en même sûr. temps, on n'a pas pu mesurer ni les compétences de chacun, puisque un avait gagné, ensuite l'autre avait gagné. Et c'est ça qui est intéressant, c'est gagner sur la durée, parce que c'est ça la réussite pour moi, c'est quand tu arrives à installer ton succès sur la durée. C'est ça la réussite. Ok. Tu vois, on peut avoir un succès une fois. C'est un coup, c'est un moment. Mais la réussite pour moi, c'est quand ce succès il se répète et quand il s'installe sur la durée et qu'il se généralise aussi à différents domaines de vie. C'est ça que j'allais dire, c'est-à-dire que là, on parlait du domaine pro, mais pour moi, et j'aimerais bien avoir ta vision sur la réussite, pour moi, la réussite, c'est pas que pro, c'est pas que financier, c'est aussi être quelqu'un d'épanoui, c'est réussir son couple, c'est réussir sa famille, c'est réussir les relations avec ses C'est enfants. tout le reste. C'est Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on C'est dit cette- tu as réussi cette harmonie, tu à vois. réussir sa vie et tu as réussir dans la vie. Tu vois. Ouais. Et les personnes qui veulent dire j'ai réussi dans la vie, on te dit bon, bah, j'ai réussi au niveau professionnel. Réussir sa vie, ça veut dire que j'ai réussi à installer les 5 grands domaines de vie. Le couple, la famille, tout ce qui va être mon épanouissement personnel, très important. Bien sûr. Et puis après, tu as tout ce qui est la dimension tribale aussi, et puis l'environnement, la société. Alors, tribal, c'est-à-dire la spiritualité? Non, tribal, c'est pour moi, la spiritualité, je la mets dans le personnel. Dans le développement personnel, ok. Tribal, c'est tout ce qui va être ta petite tribu, les amis, comment tu es inscrit dans cette société. D'accord. Ok. Et ça, pour moi, c'est C'est le social, en fait. Ouais, c'est la dimension La sociale. dimension sociale. Mais moi, j'aime bien cette notion de tribu, tu vois. Parce que tu attribues une dimension différente à ta tribu. Par exemple, on a toujours un autre copain proche. Ouais. Tu vois,
pour qui t'es là. Moi, j'ai des amis, ils décrochent le téléphone, je suis là, je sais que si je le fais, ils seront là aussi, tu vois. Ça, pour moi, c'est une dimension tribale, et c'est aussi important d'avoir... Tony Robbins, il appelle ça un peak state. Quand tu te mets... Un peak state, c'est quand tu te mets en énergie, mais après, le peak state, il est soutenu par un peak group. Et il te dit, choisissez ton peak group, c'est-à-dire des personnes qui, quoi qu'il arrive, quand tu es avec elles, elles te mettent en énergie. Tu vois ? Et si tu veux ma définition de la réussite... Oui, je veux bien. Parce que moi, pendant des années, j'avais envie de réussir. Notamment, je pense qu'entre 20 et 35, j'avais vraiment envie de réussir et de prouver aux autres que je pouvais réussir. Et curieusement... C'est qui les autres ? Les autres, c'était tout le reste, les membres de ma famille, tes figures parentales, la société, tous ceux qui t'ont dit que les choix que tu faisais n'étaient pas bons. Par exemple, moi j'ai grandi dans une famille dans laquelle on faisait que du business, tu vois. D'accord. Donc quand j'ai commencé à m'orienter vers la psychologie, tout le monde voyait un petit peu comment saltimbanque, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, et puis tu n'auras jamais suffisamment pour vivre et faire ce que tu veux faire dans ta vie. Voilà. Je connais bien le sujet. Bien sûr. Bien sûr. Et, je suis la saltimbanque de ma famille. Non, mais dans mon métier, on l'est. C'est intéressant parce que j'ai pris... Oui, saltimbanque quand je faisais de la musique, saltimbanque quand je fais maintenant de l'accompagnement, c'est pareil. C'est le même truc un peu bizarre, tu vois. Mais c'est pareil, j'ai toujours ce truc et j'en ai vraiment pris conscience qu'il faut que je prouve. C'est épuisant, en fait. C'est vrai que c'est épuisant parce qu'en fait, le statut de ta réussite, il est à l'extérieur et dans ces cas-là, tu te trompes en fait. Tu te trompes au sens propre du terme, hein. C'est-à-dire que tu te trompes toi-même, tu vois, parce que tu vas parfois découvrir que tu es en train de faire un tas de choses pour prouver aux autres et que peut-être ces choix, tu les aurais pas fait si tu n'avais pas eu ce besoin ou ce désir de prouver. Et c'est pour ça que la réussite, j'ai compris que c'était, à un moment donné, c'était pas des objectifs à atteindre et montrer à l'extérieur. La réussite, c'est ok, quel genre de bonhomme j'ai envie de devenir et je le deviens. Et ça, pour moi, tu vois, on parlait de domaine de vie, mais quel genre de père j'ai envie d'être, quel genre de mari j'ai envie d'être, quel genre de chef d'entreprise j'ai envie d'être, quel enseignant j'ai envie d'être. Et je pense qu'on a tous une vision, tu vois, très claire de qui on aimerait être dans la vie. Ouais. Et tu sais, quand je pose cette question en séminaire, je pose souvent une question, c'est est-ce que ça vous est arrivé déjà de sortir d'un entretien avec quelqu'un et de vous dire mais bon sang, j'aurais dû dire ça. Et quand tu poses la question, tout le monde dit oui. Bien sûr. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, au fond de toi, tu as une vision de qui tu aimerais être dans l'absolu. Et cette vision, ça veut dire qu'elle est latente. Il faut juste la clarifier et se dire voilà la personne que j'ai envie de devenir. Et curieusement, quand tu deviens la personne que tu as besoin de devenir, ou que tu as même envie de devenir, mais d'intérieur, et ben dans ces cas-là, la réussite, elle découle tout seul, quoi, je trouve. Tu vois ? Et comment tu t'es libéré, en fait, de ce besoin de prouver ? Écoute, grâce à mon rabbin. Ah ouais ? Ouais. Il y a un rave que j'aime beaucoup qui s'appelle le Rav Ben Shetrit. Ah oui. Et un jour, on était... Il est très drôle. Il est très drôle, et puis surtout, il est incroyablement puissant. Il est incroyable. Moi, je l'ai découvert, je crois, grâce à toi, d'ailleurs, en regardant une de tes vidéos, et je l'ai trouvé vraiment extra. Il est canon. Et un jour, je l'ai supplié de venir au mariage d'un ami à Jérusalem, parce que mon ami voulait 3 des plus grands rabbins, et il s'est avéré que je suis proche de Yahya. Et je lui ai demandé de venir, et il m'a dit, mais le problème, c'est que ce jour-là, tu sais, je marie un de mes fils, quoi. J'ai dit, mais regarde, on va avancer leur mariage, comme ça tu viens, et puis après je t'emmène. Il m'a dit, ok. Et dans la voiture, on parlait, et il m'a dit un truc très beau, il m'a dit, très beau et très dur. Il m'a dit, David, tu sais, tu pourras pas réussir. Et dans la bouche d'un homme que tu admires, c'est très dur. C'est dur. Ouais, ah oui, tu te prends une bonne claque quand même. Ah, vraiment. Mais je me suis dit, si lui me dit un truc comme ça, il n'y a pas de non-sens. Mais derrière. comme tu l'admires, tu as pris aussi... sa parole avait de la valeur. Donc sa parole avait de la valeur, et je lui ai dit, non, vas-y, explique. Parce que je savais qu'il avait quelque chose à me dire. Et il m'a dit, mais en fait, tu penses que le résultat t'appartient, en fait. Mais il faut que tu restes vraiment dans la dimension que finalement, tout ce que tu fais, tu le fais avec toute ton intention, mais le résultat t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et en fait, le mec, il s'est pas rendu compte à quel point il m'a permis de lâcher prise, justement, et de me dire, ok, maintenant, je fais les choses. Tu vois, par exemple, là, dernièrement, j'ai lancé un programme, je me pose pas la question de savoir si ça va réussir ou pas.
Tu le fais avec la meilleure intention du monde. Je le De fais. livrer, de transmettre, Voilà. de donner le meilleur. Je sais que j'ai choisi ce programme parce qu'il correspond à quelque chose d'évident sur l'intelligence émotionnelle. Et je vais tout faire pour que la matière à l'intérieur soit intelligente, la délivrer la plus facilement possible, la plus compréhensible possible. Après, si le marché te boude, il y a peut-être d'autres raisons, mais le résultat, tu vois, quand mes équipes me disent t'attends quoi de ça? Bon, on verra, tu vois. Et parfois, on est très surpris. Tu veux dire agréablement? Ouais. On est plus souvent surpris agréablement que désagréablement. Parce qu'en fait, tu lâches... Enfin, moi j'aime bien la dimension énergétique. Quand on a un résultat, on met une énergie, on met une peur, en fait, accrochée au résultat. Et quand t'enlèves cette peur, tu lâches prise, que t'imagines que, en fait, on sait pas ce qui va se passer, peu importe, tout est juste. Je trouve que là, ça se dissout, en fait. Tu sais, en tout cas, l'énergie de la peur. Avec l'expérience, et j'ai vraiment remarqué que cette phrase, tu sais, on obtient ce à quoi on renonce, est vraiment vraie. Là, j'avais jamais entendu cette phrase. On retient ce, tu sais, quand il y a un moment donné, tu renonces impérativement à vouloir réussir, que ça marche. Et après, je l'ai compris à travers les études sur les mécaniques quantiques. J'ai compris les flux quantiques, d'énergie, tout ça, j'ai compris pourquoi on en parlera parce que ça m'intéresse aussi. Ouais. Et il y a un moment donné, je me suis dit, ok, je fais les choses, ça marche pas. C'est comme ça. Ok. Mais au moins, par contre, ce que je fais en le faisant, ça doit me transformer. Tu vois, par exemple, quand je fais toutes mes recherches sur l'intelligence émotionnelle, le lien avec les neurosciences, j'apprends, je me comprends, je me pose des questions, je m'interroge, je m'interpelle. Donc, je sais aussi qu'en faisant ça aussi, je me façonne. Tu fais un bout du chemin à chaque fois que tu livres quelque chose. Oui. Quand je prépare des vidéos sur YouTube, quand je délivre le truc, je peux quand même me poser des questions. Quand tu dis les 8 principes pour avoir un couple parfait, tu te dis, est-ce que j'y suis vraiment Mais celui-là, il est pas. C'est bizarre que je ne l'ai pas, celui-là. Mais voilà. Il était passé où? C'est pour ça que tu sais quoi, en séminaire, moi j'ai toujours dit, ne croyez pas que j'applique tout ce que j'enseigne. J'y arriverai pas. En tout cas, pas dans cette vie-là. C'est ça, on est juste des humains, on n'est pas non plus des super... Voilà. Et puis après, chacun son chemin, chacun le truc qui va nous interpeller, quoi, tu vois. Mais voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire curieusement, c'est quand tu lâches sur le résultat que tu peux mettre une autre énergie. Et comme tu le disais, il n'y a plus que cette énergie de peur, en fait. En fait, tu lâches l'enjeu. Oui. Tu sais, dans le milieu du sport, en coaching, on dit que la pression d'enjeu tue le plaisir du jeu. Ok. C'est-à-dire que plus tu mets de l'enjeu sur quelque chose, plus l'aspect fun, plus l'aspect plaisir que tu as de le faire, il devient plombant. Et du coup, par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont te parler avec passion du coaching, tu les mets sur une conférence, et ils sont plus passionnants du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis de l'enjeu. Parce que tout à l'heure, il parlait à 3 personnes, maintenant il parle à 300, et il y a de l'enjeu pour lui. Il y a de l'enjeu, il y a des peurs, il y a des... Et du coup, il est plus dans le plaisir, et là tu dis, on se fait chier, là. C'est vrai. Il y a rien qui passe. Les mecs vont te dire, c'est intéressant, mais rien d'autre, quoi, tu vois, et tu peux les endormir. Alors que le mec, 10 minutes avant, il était super passionnant, tu vois. Et tout est un problème, souvent c'est un problème d'enjeu. Quand je travaille avec les sportifs de haut niveau, le principe c'était ça, c'était tu dois tout le temps rester dans le plaisir, même le plaisir de la compétition. J'avais mais je me suis testé au yoga dernièrement. Ah oui ? J'aimerais bien voir ça. On peut avoir des photos. Catastrophe. Et puis tu sais, le yoga, alors je vais vous dire un truc, on nous prend pour des cons sur Instagram. Parce que moi je vois toutes ces petites minettes qui font le truc comme ceci là. Et dis-moi, ça a l'air vachement facile. Ouais. Et toi tu le fais, et t'as beau avoir... En fait il y a des mecs derrière qui les tiennent et puis on les gomme, tu sais. Mais je suis sûr. C'est pas possible. Je suis sûr. C'est que des mythos. Parce que moi quand je le fais c'est une catastrophe. T'as tout qui tremble et j'ai le sentiment de pas avoir de muscles. Alors que quand même, t'es quand même sportif. Ouais, franchement, je fais du sport. Ouais, j'en vois pas mal. Donc logiquement, je devrais. Mais par contre, la prof, elle m'avait dit un truc sympa, c'est-à-dire que elle te dit que tu seras dans le progrès à partir, c'est bon, quand tu fais des étirements, surtout au départ, t'as le sentiment que ça fait mal, en fait. Mais elle te dit, en fait, apprends à souffler, à respirer, justement dans cet étirement, dans cette douleur. Et le jour où cette douleur, tu vas la trouver intéressante, parce qu'elle devient un statut à explorer et à développer, c'est là où tu vas progresser. Et c'était vraiment intéressant, c'est vrai. Tu l'as expérimenté, c'est vrai. Oui, c'est ça, je l'ai expérimenté sur 2-3 postures et sur des choses que je travaillais. Mais ça veut dire qu'avant, là où ça faisait mal, en fait, ça va devenir
tu peux avoir un autre regard sur la chose. Voilà. Et là, tu le compares par rapport à quoi? Cet exemple de l'IA. Comment on peut l'implémenter dans un processus de réussite? Quand il y a un moment donné, on est trop centré sur l'enjeu, les peurs, les craintes. Il y a un moment donné, il faut que même ça, tu peux le transcender et te dire, ok, et si c'était un game, c'était un jeu, si c'était justement cette partie-là qui est la plus intéressante parce que c'est là que je me transforme. C'est-à-dire que, par exemple, dans le programme sur l'intelligence émotionnelle, tu as vu, il y a une partie où j'explique c'est quoi les émotions. J'ai pas encore tout vu. Hein. Mais de toute façon, je vais contrôler. Mais tu peux. Crois-moi. T'as 3 parties pour comprendre comment naît une émotion. L'interprétation, l'identification et la répétition. C'est ça qui fabrique le fondement d'une émotion, quelle qu'elle soit. Mais d'abord, ça veut dire qu'à la base, tout est une question d'interprétation. C'est-à-dire que, par exemple, je fais une prise de parole en public, la première fois, ça se passe mal. L'interprétation que je vais en faire va déterminer ou une carrière ou une stratégie d'évitement. Il y a des personnes qui vont se dire, ok, je viens de comprendre que c'était un métier et qu'il faut que je me surprépare, faut bosser, quoi. Faut que je bosse, que c'est pas juste parler devant des personnes, il y a un métier, il y a de la technique, il y a un truc, je travaille, la prochaine je l'explose. J'ai interprété ma difficulté comme un défi. Tu as d'autres personnes qui vont te dire, mais c'est pas du tout pour moi, tu vois, regarde la preuve, je parle, je bégaye, c'est pas pour moi. Et du coup, à chaque fois qu'on va leur dire, tiens, ce serait bien que tu parles, non, surtout pas, je veux pas. Donc, stratégie d'évitement émotionnelle. Après, il y a des personnes qui vont s'identifier, ça va être encore le stade suivant. Les personnes qui disent, tiens, moi je suis un compétiteur, je me suis planté la première fois, je te jure, je ne me planterai pas la deuxième. Et puis, tu as une autre personne qui va dire, je suis nul en parlant public, c'est pas pour moi. Il y en a pour qui c'est fait. Et voilà. Donc, tout ce processus. En fait, une deuxième expérience, quoi. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que tu structures les choses au niveau identitaire. Ça veut dire que surtout qu'à la base, tu as toujours une logique d'interprétation. Donc même si... Mais dans tout, en fait, dans la vie. Mais tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a des émotions de tout. Mais quand tu comprends le processus, en tout cas, moi, quand j'ai découvert ce processus il y a quelques années, j'avais compris à quel point, finalement, on avait vachement de pouvoir. Parce que l'interprétation, elle t'appartient. En fait, c'est comme... cette interprétation, c'est comme un filtre que tu mets... Tu sais, quand tu vas chez l'ophtalmo, là, il te change le filtre. Et du coup, tu peux voir... en fonction de tes blessures, en fonction de tes peurs ou en fonction de complètement autre chose. Mais bien sûr. Tu sais, c'était rigolo. Et c'est ça qui redonne du pouvoir. Parce que tu dis, en fait, si je change le filtre, finalement, l'événement, il est neutre. En fait, c'est une situation. Et en fait, la façon dont je vais interpréter la situation, ça va être ce qu'on appelle une expérience. Une expérience ou négative ou positive. Mais finalement, tout est une question d'interprétation. Moi, je me rappelle que quand j'ai divorcé, pour la deuxième fois. C'est ça, j'allais dire laquelle. On ne compte plus. C'était 18. Non, c'était la deuxième. Et bah, ma mère, elle est venue, elle a commencé à me plaindre. Et j'ai dit, mais maman, pourquoi tu me plains? Et tu ne te rends pas compte que ça se trouve, c'est ce qui peut m'arriver de mieux là, actuellement dans ma vie, en fait, en vrai. C'était quoi alors? Il aurait fallu quoi? Que je vive toute une vie avec une personne avec laquelle j'étais plus bien? Il fallait que je fasse semblant pendant des années, jusqu'à ce que les enfants soient grands. Moi, je ne vais pas zapper. Moi, c'est pas une mitzvah de rater une partie de sa vie sous prétexte de faire plaisir aux autres, quoi. Voilà, je ne suis pas d'accord. Et en fait, c'est impressionnant de voir à quel point, sur cette situation-là, tout le monde avait son regard qui était très différent. Mais, parce que tout le monde projette. Tout le monde projette. Les gens se disent, moi, si j'avais vécu ça, ça aurait été un drame, alors que peut-être que pour toi, non. Exactement. Et donc, ça, c'est pareil pour un tas de situations de vie. Donc, pour en revenir à ta question, c'est-à-dire quand j'ai des systèmes d'enjeux, où j'ai des peurs, où j'ai des craintes, prends le temps d'interpréter les choses, quoi, et te dis, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, par exemple, c'est, en poursuivant cet objectif, c'est qui tu deviens. Parce qu'en fait, tu as la motivation finale et tu as la motivation instrumentale. Les personnes qui sont que sur la motivation finale, en termes de réussite, ce sont des personnes qui seront toujours frustré parce que quand bien même tu atteins ton objectif, tu t'es pas rempli de l'intérieur. C'est ça. Donc tu te dis bon, il m'en faut un autre. Et tu vas. Mais le problème c'est que tu montes ta montagne, mais t'arrives, mais épuisé et en fait t'es pas rempli du tout. T'es pas rempli, en tout cas tu t'es pas réalisé. Ok. Tu t'es pas réalisé parce que le sentiment de réussite, pour moi, je le détacherai jamais du sentiment de réalisation de soi. C'est-à-dire que de réussir quelque chose de grand, de gagner beaucoup d'argent, de bâtir un empire. Si c'est sans ma réalisation, ça sert à rien. Et on voit ça. On voit des mecs, par exemple, dans le cinéma,
à qui on va proposer plusieurs millions de dollars pour faire un film et les mecs ils se suicident. Et tu dis, fou, mais, ouais. tu dis, guys, je sais pas, t'as une maison en Californie avec vue sur la mer, t'es dans tous les tabloïds, toutes les femmes du monde entier t'adulent, les hommes te vénèrent ou alors te détestent, mais tu fais 20 millions de dollars pour un putain de film et tu te suicides. Bah non, j'étais pas bien. Parce que là, tu comprends bien à quel point, finalement, la réussite sans réalisation de soi, bah pour moi, c'est pas de la réussite, c'est une espèce d'illusion. Et c'est pour ça que pour lui, il y a une vraie différence entre le succès. Tu peux avoir du succès dans ta vie, mais tu n'auras pas réussi pour autant. Mais alors, qu'est-ce que tu mets dans la réalisation de soi ? La réalisation de soi, c'est la personne que je suis en train de devenir en mieux. C'est-à-dire, c'est cette personne dont je te parlais tout à l'heure et dont j'ai une vision de qui j'aimerais être dans l'absolu dans ma vie. Ouais. Ben, plus je vais me rapprocher de cette personne, plus je vais avoir un sentiment de réalisation. C'est pour ça qu'il faut être au clair sur, ok, bah, qui est cette personne ? Qui j'ai envie d'être dans ma vie ? Donc en fait, très simplement, il faut se demander ça régulièrement, qui j'ai envie d'être dans chaque catégorie de vie. Ouais. Et d'aligner en fait tout ce que tes actions, tes comportements et tout ça avec ça. Tu peux te poser une vraie bonne question. Qui, pour moi, la question qui doit conditionner ta réussite, c'est que ferait la version la plus grandiose de qui je suis ? Vraiment, C'est génial cette question. Elle est fabuleuse. Extraordinaire. Parce que tu prends n'importe quel domaine de vie en tant que père, voilà. Si David, dans la version la plus parfaite, existait, oui, la meilleure version de la meilleure toi. version de moi, aboutie, développée, machin truc, sans ses peurs, ses craintes, ses névroses et tout ça, il ferait quoi comme choix, il aurait quoi comme comportement ? Et ça, là, c'est ça que je dois modéliser, en fait. Il y a eu beaucoup d'écrits sur la modélisation, notamment dans l'univers de la PNL, il parlait de la modélisation. Oui. Et moi, j'ai beaucoup parlé avec un monsieur qui était peut-être celui qui a le plus publié là-dedans, c'est Robert Dilts. Ok. Et un jour, j'étais à PNL, c'est programmation neurolinguistique, mais au cas où. Au cas où vous ne savez pas. Au cas où. Et un jour, j'étais à Salt Lake City avec lui, on était sur un colloque. Et je lui dis, tu sais, il avait écrit la modélisation de Mozart, Einstein. Il avait écrit des bouquins là-dessus sur le cerveau de Mozart, sur le cerveau d'Einstein, et comment avoir la créativité d'Einstein ou la créativité de Mozart. Le génie, enfin. Ouais, c'est ça. Et je lui disais, mais tu sais, ces bouquins étaient vraiment intéressants, et j'ai jamais été foutu de les appliquer, quoi. Pourquoi ? Trop compliqué ? Parce que ça me semblait pas accessible. Et il a rigolé, il me disait, en tout cas, ces bouquins m'ont permis de me payer mon ranch. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est que la meilleure modélisation, c'est la modélisation de soi. Oui, finalement. Parce qu'il n'y a que celle-ci qui est vraiment accessible. Moi, un Einstein ou un Mozart, ça ne me parlera pas. Mais je peux entrevoir quel genre de personne j'aimerais être physiquement, par exemple. Ou quel genre de personne j'aimerais être relationnellement, en termes de tendresse. Il y a toute une dimension qu'on aimerait devenir. Et ben en fait, il faut l'écrire, il faut le déterminer et se dire, ok, chaque fois que je peux porter un geste qui me rapproche de ça, je vais me réaliser. Et en fait, du coup, ton objectif, c'est un prétexte pour que cette personne-là émerge et puisse, tu vois... Donc finalement, souvent dans la réussite, il y a de la compétition, enfin, on va se comparer aux autres et tout, mais en vrai, de ce que je comprends là, c'est que on doit... être en compétition avec soi-même et être la meilleure version par rapport à la personne que j'étais hier. En fait, chaque jour, d'avancer vers... C'est la différence entre la compétition et le challenge. C'est-à-dire que moi, je me challenge, tu vois. Je vais m'opposer à des compétiteurs, mais c'est moi qui vais me challenger. Vis-à-vis de toi. C'est toujours vis-à-vis de toi. Et le travail, il est à faire vis-à-vis de toi. Et c'est bien parfois aussi de prendre les autres comme référence, comme modèle, parce que ça te donne des idées, ça peut être inspirant aussi. J'allais dire, ça donne des autorisations Bien sûr. Ou le champ des possibles. Bien sûr. Mais en même temps, moi je me rappelle un jour, j'ai eu un très bon moment. J'avais donné une conférence au CIO de Lausanne, et c'était sur la modélisation de soi, justement. Ah, ok. Et à la fin, il y a un monsieur qui est venu me voir, un petit monsieur, très gentil, et qui m'a dit, c'est fabuleux. Et je leur disais, moi en fait, que vous pouvez prendre n'importe qui, si vous comprenez comment il pense, et que vous commencez à développer ces systèmes de pensée-là, bah en fait, vous pouvez vous-même développer ces aptitudes. Et ce monsieur est venu me voir, il me dit, écoutez, c'est fabuleux, j'adore la conférence, par exemple, juste un truc,
Mais nous, on n'est pas d'accord avec vous. Hein? Je suis ah bon? Il dit parce qu'on n'agit pas comme ça. Ah, j'ai dit mais ça m'intéresse d'abord, c'est qui vous? Et en fait, il me tend sa carte et c'était Jean Todt de Ferrari. Ouais, ok. Ok. C'est intéressant, effectivement, là. T'es Voilà. dans l'excellence, là. Et là, le mec, il me dit, vous savez, chez Ferrari, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et on l'explose. Et on se pose la question, qui est le meilleur au monde dans chacun de ces domaines? Par exemple, les mecs, ils vont te prendre les pneus, ils vont te prendre le système de freinage, le système d'accélération, l'aérodynamisme. Et le meilleur du monde, où ils leur achètent, où ils achètent ses brevets. Ok. Et après, ils se posent la question, ce mec-là, qu'est-ce qu'il va être dans 10 ans? Ok. Parce qu'il me dit, si tu modélises le numéro 1, tu seras toujours le numéro 2. C'est vrai. Maintenant, si tu prends le numéro 1 et que tu le développes et que tu te dis, qu'est-ce que ça va devenir dans 10 ans, tu prends sa technologie et tu fais de la perspective créative. Moi, par exemple, quand je fais de la prospective avec les entreprises, c'est toujours le modèle que j'utilise. Mais c'est aussi un modèle que j'utilise pour moi. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un qui est bon dans un domaine, je me dis, ça va donner quoi dans 10 ans? Et tu arrives à avoir des réponses concrètes? Oui. Alors, une fois encore, à la limite, c'est pas tant d'avoir des réponses concrètes que des chemins de progrès, en fait. De te dire, tiens, ça peut être sympa. Parce que ce sont aussi des chemins de différenciation. Et moi, par exemple, dans mon domaine, j'essaye toujours d'avoir un coup d'avance. Tu vois, par exemple, quand je me suis posé la question, que va devenir le coaching dans 10 ou 20 ans, ça m'intéresse d'avoir ta vision. En tout cas, à l'époque, j'étais intimement persuadé que les neurosciences changeraient complètement la face du monde et la façon dont on accompagne. Et que c'était quelque chose que je ne devais pas rater. Parce que d'abord, ça me passionnait, tu vois. Mais aujourd'hui, par exemple, là, je passe un deuxième doctorat en neurosciences et en biotechno. Oui. Parce que je sais que dans 10 ans, on coachera plus, on coachera avec des appareils virtuels, on coachera avec d'autres outils. Je viens d'acheter une société, une start-up israélienne qui fait de la cohérence cardiaque, parce que je sais que l'aspect biotechnologie... Quand tu dis biotechnologie, c'est-à-dire le lien avec le corps? C'est ça, c'est-à-dire toute la technologie et la façon dont on va pouvoir l'utiliser. Par exemple, on a créé des protocoles à Jérusalem, on a créé des protocoles d'accompagnement avec une université. En utilisant le système virtuel, on a 100% sur les phobies. Non mais ça c'est incroyable. Moi j'ai déjà expérimenté je sais pas comment tu appelles ça, le truc virtuel. Ouais, le casque de réalité virtuelle. Voilà, mais vraiment mon corps il était, enfin j'étais dans les airs et j'avais vraiment le vertige, mais j'étais en pleurs en fait. Et je savais pourtant que j'avais les pieds sur terre et que j'étais dans le salon de chez un pote. Mais j'étais en angoisse parce que j'ai un peu le vertige. Et je me suis dit, c'est incroyable en fait, ce qu'on peut vivre avec ce truc. Et pour moi, ça va être révolutionnaire. Non, ça va être l'avenir est là. Nous, on est en train de travailler là-dessus sur des protocoles. Je pense qu'on aura terminé de fabriquer l'année prochaine. Parce que les gens, tu peux leur faire vivre leurs rêves en fait. Et après, ça devient beaucoup plus accessible, beaucoup plus normal. Plus encore, tu peux leur faire vivre leur peur. Et de leur considérer, par exemple, ça, quelqu'un qui a peur. Ils vont avoir très très envie de... Regarde, imaginons que tu aies peur de parler en public. Ouais. Ok. Là, tu me mets une salle devant 1000 personnes, allez, on y va. Une salle devant 1000 personnes, mais j'ai des indicateurs clés sur mon ordinateur. Je sais si tu es en cohérence cardiaque ou pas, quelle zone de stress tu as chez toi, parce que j'ai des neurofeedbacks qui sont branchés, et que je t'ai programmé préalablement sur certains sons ou sur certaines choses qui font que quand tu les entends, tu régules. Baisses le rythme. Voilà. Et du coup, en fait, je vais pouvoir jouer avec des petites manettes. Ouais, tu vas piloter, quoi. On va piloter, et en fait, tu vas t'apercevoir que finalement, on peut, dans un espace qui était un espace avant de peur, créer un état de bien-être. Et du coup, en fait, quand ton cerveau, il l'aura vécu 1, 2 fois, 3 fois... Comme du bien-être, il aura envie d'y retourner, en plus. Il aura envie d'y retourner, puis surtout, il dira, bon non, mais c'était pas si effrayant que ça. Tu vois ? Par exemple, on a un protocole sur l'avion, où tu t'assois sur un siège, et d'abord tu es sur une plage, avec le son de la plage, le truc et tout, tu regardes partout, tout est nickel, et puis à un moment donné on va commencer à te faire venir les sons de l'avion, l'hôtesse qui commence à parler, après ça arrive par transparence, donc je sais en plus quel élément il va te stresser en fait. Si par exemple je vois que tu regardes la carlingue, et que c'est à ce moment-là où je vois ton niveau de stress, je peux t'accompagner et te dire à partir de maintenant tu vas porter ton attention sur le sol, tu vois. Ou alors je vais te donner un truc sur cette carlingue, plutôt qu'elle te stresse, je vais te suggérer qu'elle te rassure, tu vois.
plus tu vas porter ton attention sur cette carlingue, et plus tu vas te sentir en sécurité, plus tu vas penser à la force de l'acier qui est autour. Je peux comprendre ce qui est en train de se passer dans ton processus neurologique, donc du coup, je vais pouvoir interagir différemment. Et ça, c'est top. Et puis souvent, moi j'ai remarqué que quand on a très peur de quelque chose, c'est souvent une illusion, parce qu'une fois qu'on commence à le faire, après la peur elle disparaît. Donc là, le fait de faire vivre La peur, elle disparaît dans l'action. Ouais, elle disparaît dans l'action, c'est ça. Enfin, moi je l'ai remarqué vraiment sur plein de choses. Bien sûr. Donc voilà, donc c'est top. Donc tu vois, par exemple, c'est ça, c'est de se dire c'est quoi l'avenir. Et puis à un moment donné, je suis allé à Las Vegas, c'était il y a 2 ans au CES. Le CES, c'est le grand salon d'innovation. Ok. Où tu as tous les nouveaux projets qui interviennent. Dans tous les domaines ? Dans tous les domaines. Ok. Dans tous les domaines. Et c'est juste exceptionnel de créativité. Moi, j'aime pas Las Vegas, mais par contre, le salon, il est incroyable. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ce que je voulais n'existait pas. Ok. Pas encore. Pas encore. Donc je me suis dit, pourquoi ce serait pas moi qui présenterais ça dans 2 ans au CES de Las Vegas, tout mon protocole, tu vois ? Et si ça n'existe pas, il faut que je le crée. Donc j'ai mis du temps à trouver des équipes capables de fabriquer le logiciel. Et là, on est dessus. Pour le logiciel de réalité virtuelle, ça sortira l'année prochaine. Ah, tu vas créer ça ? Ah ça y est, c'est en cours. C'est extraordinaire. C'est en cours. C'est génial. Ouais. Moi, j'ai juste testé les protocoles, mais c'est compliqué de tester les protocoles parce que tu as plusieurs choses à mettre en place, mais je voulais que ça soit unifié. Et je voulais proposer, par exemple, un système pour les coachs, les thérapeutes, qui tout soit intégré dans un ordinateur. Tu vois, tu arrives, tu as ton ordinateur, ton truc, tu pilotes, tu mets le casque virtuel du mec et on envoie maman, quoi, tu vois. Donc, ouais, ça va être sympa. Bon, c'est de l'avenir. On va travailler dessus, on va le faire. Après c'est de l'entrepreneuriat pur, hein, c'est de l'investissement, Et moi j'aime ça, je trouve ça rigolo. L'entrepreneuriat, mais t'as une âme d'entrepreneur de toute façon. Oui, ouais, moi j'aime bien entreprendre. J'aime bien entreprendre, lancer de nouveaux projets. Parfois j'aime plus les lancer que les manager, tu vois, ou les guider. Donc j'ai lancé beaucoup de sociétés, au moins une dizaine. J'en ai planté 3, un massacre. Ok. Et alors justement ça m'intéresse, c'est quoi tes pensées par rapport à ça ? Comment par rapport à le fait d'entreprendre, le fait de démarrer de nouveaux projets, le fait de vivre une réussite ou pas, c'est quoi tes pensées qui soutiennent tes... Faut que le truc me passionne. Tu vois, par exemple, cette société israélienne que j'ai rachetée, là, ça me passionne parce que c'est sur la cohérence cardiaque et que les mecs ont créé la prochaine application, la prochaine génération, quoi, tu vois. Donc ça me passionne, ça me parle, et je me dis, d'abord, ça doit me passionner, et 2, il faut impérativement que je puisse aider ou sauver un maximum de gens avec ça. Donc c'est ça en fait ton intention de base. Mon leitmotiv c'est ça. Voilà. C'est je veux aider un maximum de gens. D'abord ça me passionne. Ouais. Parce que sinon j'y mettrais pas l'énergie nécessaire. Normal. Et ensuite il faut que quand ça sorte, ça aide énormément de gens à aller mieux dans leur vie. Voilà. C'est ça. Et tu penses que chaque personne doit avoir répondre à ce double besoin ? C'est-à-dire de... Non, je crois pas pas. Forcément. Non, franchement, je pense que ça m'appartient parce que c'est lié à mon histoire. Maintenant, moi j'ai vu des clients dont le leitmotiv c'était la revanche sociale. Ok. L'essentiel en fait, c'est que la source de ta motivation, elle soit forte, mais qu'elle soit durable. Constante, c'est ça, il faut qu'elle reste... Moi j'ai toujours trouvé que dans le fait de servir mon prochain, il y avait quelque chose qui me motivait énormément, compte tenu de mon histoire. Maintenant, il y a des personnes, parfois c'est la reconnaissance. Moi j'ai vu des artistes réussir parce qu'ils avaient juste besoin de reconnaissance, et ça marchait aussi. Bien sûr. Ça marchait. Oui, parce que ça leur donnait le fuel, l'énergie nécessaire pour tenir. L'essentiel, c'est quoi en fait, c'est ton truc. Ton truc pour tenir, tu veux dire ? Ouais. Comment tu fais pour pas débrancher la prise quand t'es déçu ? Parce qu'il y a des moments, t'as des échecs, t'es déçu, etc. Comment tu fais pour rester vraiment dans cette énergie de... En fait, j'avance et je deviens une meilleure personne et j'ai envie de réaliser ça et tu vois ? Alors, tu vois, moi j'ai un rapport qui est très différent à l'échec parce que d'abord, j'ai fait du sport de haut niveau. Et ça aide beaucoup, je pense. Ouais, parce que très jeune, j'ai intégré que l'échec, c'était le moyen pour moi de progresser. Ok. Donc t'as une croyance super avec l'échec. Ah oui, quand je me plante, alors déjà, je fais attention de ne pas me planter, tu vois. C'est mieux. Mais quand je me plante, je reste pas 20 ans dessus. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, ce que je peux faire pour m'améliorer ou pour améliorer le process.
Mais je comprends que c'est grâce à ça que après j'irai mieux, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis marié plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois, c'est un processus d'amélioration. Voilà. Ceci dit, moi qui suis divorcée et donc je comprends, effectivement, je suis pas du tout la même femme et je suis dans un processus d'amélioration que j'aurais peut-être pas pu expérimenter avant. Évidemment. Parce que justement, je connais les pièges, je me connais mieux et j'ai envie de devenir justement une meilleure version de moi-même, tu vois. Exact. Et ça, moi, ça me motive énormément. Ouais, c'est motivant, bien sûr, c'est motivant. Mais franchement, moi, j'ai pas un rapport négatif à l'échec, pas du tout. Et il faut pas l'avoir. Parce que, tu sais, Mandela, il disait ça très bien. Hein, je ne perds jamais. Ou je réussis, ou j'apprends. Et en fait, c'est ça, c'est toutes les sources d'apprentissage. Donc, et tu sais, je travaille aussi avec des golfeurs, et un jour, il y a un golfeur qui m'a dit un truc qui est très, très beau. Il m'a dit, tu sais, t'as plusieurs types de golfeurs. T'as le golfeur qui cherche le coup parfait sur chaque coup. Ouais. Mais il dit, celui-ci, en fait, il est en stress permanent. Et comme un parcours, c'est long, à la fin, c'est souvent celui qui craque à la fin. Ok. Et puis, t'as un autre type de golfeur. Le mec, il sait qu'il va faire 3-4 coups moyens, mais il va en faire un exceptionnel. Mais il me dit, en fait, ceux-là, t'es sûr qu'ils sont toujours dans le top 5. Parce qu'en fait, ils ont cette aptitude à ne pas porter leur attention sur ce qui s'est passé de mal. Okay. Moi, je me rappelle moi, je suis de la génération Björn Borg, hein, tu vois. Mais je me rappelle un jour, il y avait une journaliste qui avait posé la question à Björn Borg, c'est quoi votre secret de la réussite? Et lui, il a regardé comme ça droit dans les yeux, puis il a dit, mais moi, je frappe la balle. Oui, c'est simple, effectivement. Non, mais vous frappez la balle, oui. Mais encore mais c'est ça. Et il dit, oui, je frappe la balle. Alors elle est un peu embêtée, et lui, il voit bien qu'elle est un peu emmerdée, et il lui dit, mais je vous explique. Moi, je frappe la balle qui vient. Pas celle d'avant, ni celle d'après. Je me soucie pas de la balle que j'ai perdue, ou que la prochaine balle, c'est celle qui va me faire gagner le set ou le match. Je focus sur la balle, et je mets toute mon attention sur celle que je suis en train de jouer. Je la rate, je passe à l'autre. Oui, il est vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire chaque balle compte. Il est exactement sur, je suis en train de faire ce que je fais, et je reste pas 10 ans sur mon échec, ou merde, putain, si j'avais réussi cette balle, mais c'est sûr que j'aurais fait la différence, et puis il va être en... Et c'est mort, tu vois. T'as cette espèce de langage interne de soliloque qui va partir en vrille. Non, je suis focus, je tape ma balle. Voilà. Et moi, quand je suis un projet, je le tape. Voilà. Et ouais, ça tu marche. joues, quoi. Ouais, bien sûr. Un coup, je gagne, un coup, je perds. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais quand je perds, je sais toujours pourquoi. Et ça, si c'est important. C'est-à-dire que ça m'est arrivé même, tu vois, d'être dans des grosses négociations avec des grands groupes, quand je devais placer du coaching ou des choses comme ça. Et quand le mec il me dit, bah non, on a préféré telle entreprise, ok, je veux savoir pourquoi. Et il te répondait ? Quand je le demandais sincèrement, oui. La plupart du temps, il répondait. Je leur dis, écoutez, moi, je veux m'améliorer. Voilà, ça peut me servir. Je veux m'améliorer, je veux comprendre pourquoi, à un moment donné, vous choisissez cette offre plutôt que la nôtre. Bon, dans 85% des cas, c'était souvent budgétaire, ok. Et c'était pas des choses sur lesquelles j'étais prêt à faire certains compromis. Non. Mais parfois, on me disait, par exemple, on nous a vendu plus de suivi avec l'autre offre. Ok, la fois d'après, je vendais du suivi et je faisais évoluer mon offre, tu vois. Mais j'essaie toujours de savoir, ok, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné là, j'étais pas bon. Oui, t'es en remise en question sans cesse. Mais oui, tu sais, la dernière fois, on était avec un pote, et il voit une très jolie femme. Et je lui dis, va l'aborder. Parce qu'il était célibataire. Il est célibataire. Je dis, va l'aborder. Il me dit, non, va l'aborder. À force de le saouler. Il y va. Et la nana, très gentiment, éclate, elle le rembarre. Et à un moment donné, je me suis levé, je suis allé voir, je fais juste un truc. Je peux savoir pourquoi vous l'avez rembarré. Je veux juste savoir. Oui, c'est ça. Écoutez, il est gentil, mais son approche était insécurisante en fait. Parce que je ne l'ai pas senti sûr de lui du tout en fait. Alors, si je l'avais senti trop sûr de lui, je me serais dit c'est un prédateur. Mais là, pour le coup, il était tellement hésitant
que je me suis dit, oula, il y a un vrai problème de confiance, il vient chercher un thérapeute, en fait. Ok. Et ça, c'est des informations qui sont Ça aide énormément, ça. bien sûr, parce qu'à un moment donné, tu peux retravailler ta posture. Et enfin, moi, j'ai toujours cette logique de dire, tiens, pourquoi on s'est planté? Pourquoi? Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que on n'a pas la chose, quoi? Et est-ce que dans toute cette façon de réfléchir, dans ce mindset, tu intègres, on en parlait tout à l'heure, des lois de l'univers, c'est-à-dire de la vibration, de tes émotions, de comment tu vibres? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises, ou c'est quelque chose que tu as compris mais que tu n'utilises pas forcément? La vérité, je ne suis pas du tout un obsédé de ces trucs de loi d'attraction, de choses comme ça. Sans être obsédé, mais juste... T'en parles, t'as quand même fait un programme Oui, je parle de mécanique quantique. de mécanique quantique, c'est Voilà. d'ailleurs très intéressant. Ouais. Et je parle de différentes lois, tu vois, la loi de la manifestation, des choses comme ça. Mais en fait, je les comprends, mais je les utilise pas pour autant. D'accord. Tu vois, alors peut-être que en les enseignant, je les ai intégrés, j'en sais rien. Tu vois. C'est possible, bien sûr. Maintenant, moi, tu sais, je suis un éternel positif aussi, tu vois. Oui, donc tu veux dire que c'est naturel chez toi d'être très positif, d'aller toujours chercher... Tout le temps. Ouais. Tout le Donc temps, quelque part... je reste jamais sur du négatif, je reste jamais dans du... Si t'es dans cette positivité naturelle, finalement, tu vibres la joie, tu vibres déjà quelque chose de positif, donc t'attires beaucoup plus d'opportunités, t'es pas à te recroqueviller sur toi, Et puis tu sais, moi, à ressasser le négatif. j'ai une chance exceptionnelle. Alors, je sais pas si c'est une chance ou si je l'ai créée, mais moi, je fais profondément ce que j'aime dans la vie. C'est magnifique, bah tu l'as créé. Ouais, je l'ai créé, Ah bah je suis oui. d'accord. Ah oui, on peut le dire là quand même. Ouais, on peut le dire. Ouais. Mais c'est pas de la prétention. Hein. Non, c'est parce que j'ai les gens là-dedans, tu vois. Bien sûr. Mais les gens passionnés, s'ils font pas ce qui leur plaît, ils sont malheureux, c'est juste pas possible. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai eu. Tu sais, par exemple, les fois où j'ai voulu monter des business pour faire de l'argent, je me suis planté. Mais les fois où j'ai mis de la passion, où je voulais transcender les choses, aider les gens et vraiment y mettre du cœur, j'ai cartonné et justement, j'ai fait beaucoup d'argent avec ça. Tu vois, donc je pense que quand on est aligné avec soi-même, on réussit en fait. Voilà. Mais pour ça, il faut trouver vraiment sa voie aussi, tu vois. Sa voie. Son truc, ce qui nous fait vibrer dans vraiment. quoi je vais me réaliser, en fait. C'est quoi? Moi, je pense que tous les métiers sont un prétexte. Tu sais, il y avait une chanson de Goldman qui disait que c'était un petit bonhomme, un petit cordonnier à sa façon aussi, il changeait la vie. Ouais. Mais je crois en ça. Moi, j'ai un de mes fistons là, qui fait l'école Alain Ducasse. Waouh, génial. Et ton autre fils? T'as 2 fils? J'ai 2 fils. Et l'autre, il fait ton école? Et il a fait mon école, ouais, effectivement. Parce qu'en fait, en fait, l'histoire, c'était quoi? Il a commencé à faire... il a eu son bac, il fait une école de commerce qui lui plaît pas du tout. Bon, alors, en plus, le pauvre, plein corona, sous Covid, seul dans un appartement, le Zoom... T'as un peu envie de te prendre quand même. Au bout de 3 mois, il me dit, papa, franchement, oui. Je ne kiffe pas du tout ce que je fais. Puis quand t'as un père qui kiffe ce qu'il fait, tu peux pas faire autrement quelque part. T'as ouvert la voie à... Mais moi, c'est ce que je lui dis. Je dis, écoute, tu sais, je vois trop de personnes à 40 ans ou plus qui sont en plein burn-out parce qu'ils sont à côté de la plaque. Alors j'écoute, voilà. Ça sert à rien de continuer. J'ai toujours été, par exemple, quand mes enfants ils faisaient du sport, tu veux faire un sport, tu termines ton année. J'ai toujours été, tu vas jusqu'au bout. Tu vas au bout de ton engagement en fait. Ouais. Mais là, je lui dis, c'est à la surprise, j'écoute, arrête. Tu te prends 9 mois pour toi, mais par contre, pendant ces 9 mois, tu améliores ton anglais, tu te fais coacher, tu viens faire du développement personnel un petit peu avec moi, et tu trouves ta voie. Donc il a retrouvé, il hésitait entre psychologie et une autre voie, une autre école de commerce, il a trouvé une autre école de commerce sur laquelle il a postulé, il a eu le concours, et voilà, c'est-à-dire que c'est important. Tu parlais de ton autre fils. Oui, Ducasse, moi, Ducasse, ça me parle. Voilà, mais par exemple, le plaisir que tu as de passer un bon moment au restaurant, parce que le mec, il va faire qu'il va transcender le plaisir de la bouche, tu vois, lui aussi... Il change le monde à sa façon. Tu sais, la dernière fois, on était avec mon épouse, des amis, on est allé dans un autre petit restaurant à Tel Aviv. Le mec, il a une créativité dans sa cuisine. Le restaurateur, mais d'une sympathie. Le mec, il était joyeux.
Le lendemain, on y retournait avec d'autres personnes, quoi. Mais c'est ça, le mec il a tout compris. Tu manges bien, c'est créatif, t'es bien accueilli, tu te sens, tu kiffes, tu Mais passes un bon quoi? moment, t'as envie d'y aller Pourtant, tout le temps et de le partager à tout le monde. Son en plus. restaurant, il est à côté du stade, j'ai aucun intérêt, pas au bord de la mer, machin, truc, mais quel kiff, quoi, tu vois. Et là, tu dis, ce mec-là, à travers ce qu'il a produit et la relation qu'il crée, on a passé une super soirée, quoi, tu vois. Et le lendemain, tu as envie de te dire, tiens, j'ai des potes, mais les mecs, partagés. Et depuis, on a dû envoyer, je sais pas, 20 personnes là-bas. C'est fou. Tu vois. Mais est-ce que justement, c'est pas ça la vie aussi, réussir sa vie? Est-ce que c'est pas vivre plein d'expériences comme ça, extraordinaires, dans plein de domaines? Tu vois, faire en sorte qu'avec ta femme ou avec ton mari, tu vives des moments extraordinaires avec tes enfants aussi. Mais c'est ça, réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est que, tu vois, on va tous mourir un jour. Oui. La question, c'est est-ce que dans chacun de mes domaines, j'aurais eu des grands regrets? Tu vois? Et moi, je fais tout pour pas en avoir. Tu vois, par exemple, je fais tout pour avoir une bonne relation avec mes enfants, m'assurer qu'ils puissent réussir, d'avoir une bonne relation avec mon épouse, d'avoir une bonne relation avec moi-même, ce qui n'est pas toujours évident, c'est moins évident. Et puis avec mon environnement, tu vois. Mais il y a des choses qui sont précieuses. Vendredi, c'est l'anniversaire de ma mère. On va passer un week-end tous les deux à Deauville. Oh, c'est génial. Et ça va être un kiff, voilà. Parce que ce sont des choses qui sont précieuses pour moi, tu vois. Donc il faut que j'en profite. Ma mère, elle a Alzheimer, donc je veux profiter d'elle, tu vois. Donc je veux pas avoir de regrets. Je veux pas me dire, tiens, si j'avais su, non. Alors que, tu vois, par exemple, par ailleurs, c'est aussi un autre mariage. Il y a un mariage, logiquement, ce Shabbat, j'aurais dû passer, ma priorité, c'est ma mère. Voilà. Et quand j'ai dit ça à ma fille, elle m'a dit, non, j'aimerais vraiment que tu sois là. Je t'explique. T'es jeune et des événements, on en aura toute notre vie. Ça, c'est vrai. Ok, on a encore plein d'événements à construire. Mais moi, avec ma mère, je ne sais pas combien d'événements je vais avoir à vivre. Donc, c'est important de les vivre moi maintenant. Ça veut dire que c'est des choix aussi que tu vas faire par rapport à... Voilà. Je sais, par exemple, tu vois, si demain ma vie, elle s'arrêtait, je suis sûr que je serais content de ce que j'ai réalisé. Voilà. Moi, j'ai encore beaucoup à faire. Hein. Donc, je vais attendre un petit peu. Ah bah oui, on compte sur toi. Hein. Moi aussi. Mais tu vois, aujourd'hui... On en parlait avec un ami hier soir avec qui j'ai dîné, qui disait qu'à ses enfants, il me reste, 9000 jours. Le fait de le dire en jours, parce qu'il a 50 ans, le fait de le dire, allez, jusqu'à 80, je vais être en forme et tout. Bon, imaginons qu'il me reste 9000 jours, mais moi, je veux que chaque jour compte, en fait. Je veux que chaque jour soit incroyable. Et je trouve que, il me disait, cette philosophie de vie, ça te ramène à l'instant présent, ça te ramène à profiter de chaque chose, en fait. Bien sûr. Et parce que souvent, c'est un peu abstrait. Ne pas perdre ton temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, on peut parler de la réussite, mais on pourrait plus parler finalement quelles sont les causes qui nous empêchent de réussir. Ouais, vas-y, allons-y. Ce qui nous empêche vraiment de réussir, c'est la perte de temps. Qu'est-ce qu'on perd comme temps parfois sur des réseaux sociaux, sur des choses qui sont inutiles. Alors, parfois ça peut être bien de glander aussi, de buller, parce que tu en as besoin, parce que tu as besoin de te reposer ou de récupérer. Tu as besoin de créer du vide pour être créatif aussi. Voilà. Mais c'est important de comprendre que la réussite, c'est un processus de chaque instant et faites que, justement, tu vois, comme tu dis, chaque jour compte. Chaque jour compte. C'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup. My pleasure. Vous aussi, faites que chaque jour compte. Et puis, si cette vidéo vous a plu, faut la partager. Partout. Mais quoi? Mais c'est une obligation. D'abord, écoutez-moi bien. D'abord, si vous la partagez, vous serez béni sur 26 générations. Ah, j'adore quand il dit ça. 26 générations. Vous aurez après plein de pouvoirs. Par exemple, vous aurez le pouvoir de ramer l'être aimé, le pouvoir d'avoir beaucoup d'argent dans votre vie et de faire tout ce que vous pouvez réaliser. Ça veut dire que si vous partagez au minimum avec 10 personnes... Ouh là là! Là, c'est fou. Par contre, attention. Parce que si vous ne partagez pas du tout et que vous gardez ça pour vous... Oh, grand malheur! Moi, je dis ça, il y en a qui ne se sont pas réveillés un matin. Donc, partagez! Surtout que c'est intelligent, c'était sympa ce qu'on a dit, non? Vraiment. Je passe un bon moment avec toi. Moi aussi, c'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye bye!